Donc, je vais vous présenter la bibliothèque de l'INHA, que j'espère vous connaissez quand même un petit peu, que j'espère vous fréquentez ou que vous avez eu l'occasion de fréquenter ou que vous aurez l'occasion de fréquenter. Et puis, quelques points d'actualité aussi, des informations qui sont susceptibles de vous intéresser, du moins je l'espère. Alors, l'INHA est un établissement qui est jeune, puisqu'il a été créé en 2001. Donc, je ne vais pas refaire tout l'historique de l'INHA, mais je pense que c'est un élément qu'il est important d'avoir en tête et qui contribue aujourd'hui à l'identité de l'INHA, le côté institution jeune et du coup assez dynamique, et dont les origines, vous le savez, remontent à la fin des années 70, plutôt 1978, par une réflexion menée à l'époque par Jacques Tuillier. Et surtout, c'est surtout un rapport qui avait été commandité à l'époque par le Premier ministre, donc un rapport rédigé par André Chastel, qui, en 1983, insistait sur la nécessité absolue de créer un institut d'histoire de l'art en France, à l'image de ce qu'il existait à l'époque ou ce qui était en préfiguration dans d'autres pays, donc aux États-Unis notamment, mais également en Europe. Donc voilà, c'était en 1983, et vous voyez qu'il a fallu quelques petites dizaines d'années pour que l'INHA soit donc créée en 2001. Et que donc dans le projet de l'INHA, il y avait plusieurs aspects, et il y avait un aspect très important qui concernait la bibliothèque. Il y avait l'idée de créer un centre de ressources, une bibliothèque à destination donc de l'ensemble de la communauté des chercheurs en histoire de l'art, l'ensemble comprenant à la fois la communauté universitaire, mais aussi le monde des musées et le monde des écoles d'art. La bibliothèque d'art et d'archéologie a été donc intégrée à l'INHA en 2003, mais j'y reviendrai. Alors, l'INHA aime bien la dualité, puisque l'INHA a une double tutelle, l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, je vais y arriver, et le ministère de la culture. Donc toujours cette idée de réunir, rassembler, fédérer des mondes, des cultures un peu différentes. L'INHA donc est installée sur 2 sites, la galerie Colbert dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et puis le site Richelieu dans lequel se trouve la salle de lecture de la bibliothèque, la salle Labrousse. Et je voudrais mentionner très rapidement un 3e site parce que c'est peut-être moins connu. Si vous regardez donc dans cette chronologie, vous verrez qu'en 2014, l'INHA a donc intégré les collections des archives de la critique d'art qui se trouvent à Rennes, à travers ou par le biais d'un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, qui regroupe les archives de la critique d'art, l'Université de Rennes 2 et l'INHA. Mais les collections donc, sont devenues la propriété de l'INHA. Donc un 3e site qui se trouve à Rennes, et je ne mentionne pas, mais ça c'est classique, un site de stockage qui se trouve donc à l'extérieur de Paris, le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, puisque comme toute bonne bibliothèque, nous n'avons pas assez de place sur site, et donc nous sommes obligés de délocaliser au CTLES. Donc double tutelle, 2 sites, voire 3 sites, et donc 2 départements. Le département des études et de la recherche qui vous sera présenté cet après-midi par une collègue conseillère scientifique, et puis le département de la bibliothèque et de la documentation que je vais vous présenter donc très rapidement. Vous le savez certainement, l'origine de la bibliothèque, c'est donc la réunion de 2 bibliothèques, la bibliothèque centrale des musées nationaux dont on a parlé ce matin, j'y reviendrai, et puis la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est une bibliothèque qui avait été créée par un particulier, Jacques Doucet, grand couturier, collectionneur, mécène, né en 1853-1929. Donc là, ça c'est pour le plaisir de la présentation, je vous présente quelques-unes de ses œuvres. C'était le couturier de la femme ornée, donc il habillait la haute société française et internationale, en particulier américaine. Et puis c'était donc un collectionneur qui a commencé, c'était assez
classique à l'époque, qui s'est intéressé à l'art du XVIIIe siècle. Et donc, à la fois pour documenter ses propres collections, il a commencé à accumuler une documentation et puis petit à petit une bibliothèque. Et il s'est ensuite entouré, donc là au début du XXe siècle, d'un grand nombre de collaborateurs. On parle à un moment de 25 à 30 collaborateurs pour créer ce qui allait devenir la bibliothèque d'art et d'archéologie. Alors cette bibliothèque était installée chez lui, ou en face de chez lui, dans des appartements rue Spontini qu'il louait. Et donc c'était une bibliothèque accessible à toute personne qui avait des recherches à faire dans les collections. À ce sujet, donc, puisque la présentation était aussi l'occasion de faire un point d'actualité, nous avons ouvert un programme de recherche sur l'histoire de la BA. Et à cette occasion, donc, parce qu'il existe très peu d'archives concernant l'histoire de la bibliothèque, à cette occasion, ceci dit, nous commençons à voir émerger des points de vue ou des informations que nous ne connaissions pas à la fois sur nos collections et sur l'histoire de la bibliothèque. Alors, quelques exemples de corpus qui ont été créés à cette époque. La création de la bibliothèque est un moment où l'activité a été très importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc entre 1900 et 1914, les acquéreurs de l'époque ont constitué une collection de 100 000 ouvrages. Donc, on voit qu'en quelques années, ils ont réussi à constituer donc la base, plus que la base, le cœur de la bibliothèque d'art et d'archéologie. Alors de la rue Spontini, la bibliothèque a ensuite déménagé donc, dans l'hôtel de Rothschild à Paris, rue Berruyer à Paris. Jacques Doucet a donné sa bibliothèque à l'université de Paris. En 1918, elle déménage en 1925 et elle redéménage une deuxième fois en 1935 rue Michelet, dans ce bâtiment que vous connaissez sans doute, donc qui est le bâtiment de l'Institut d'art et d'archéologie près du Luxembourg à Paris. Et donc, elle s'installe dans ce bâtiment jusqu'en 1992. Et en 1992, elle déménage sur le site Richelieu, puisque déjà à l'époque se profile le grand projet d'Institut national d'histoire de l'art et l'idée de constituer sur le site Richelieu un ensemble de ressources imprimées et spécialisées dédiées à l'histoire de l'art. Voilà donc le site Richelieu. La bibliothèque, en fait, en arrivant dans les années 90 sur le site, s'installe alors d'abord dans ce petit espace appelé espace Mortreuil, que certains d'entre vous ont bien connu. Au fil du temps, en fait, elle accède à une partie de la salle ovale qui était occupée à l'époque par les périodiques de la Bibliothèque nationale. Et au fil du temps, elle grignote de l'espace au sein de la salle ovale, jusqu'à occuper, au moment de la fermeture de la salle ovale, à peu près la moitié de la salle en partage avec la Bibliothèque nationale de France. Vous retrouvez ici donc la galerie Colbert, où nous sommes en même temps, où sont installés à la fois le département des études et de la recherche de l'INHA et les services administratifs et supports de l'INHA. Alors, avant de passer à la Bibliothèque centrale des musées nationaux, donc juste un petit mot pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, la bibliothèque était installée ici, salle ovale, et nous avons déménagé donc, en 2016, et nous nous sommes installés donc, de l'autre côté de ce mur, qui est monté ici en ce moment sur le site Richelieu. Nous nous sommes installés dans la salle Labrouste et dans le magasin central, magasin qui est aujourd'hui librement accessible sur 3 niveaux à nos lecteurs.
Alors la deuxième bibliothèque, et il en a déjà été question ce matin, donc, qui a intégré l'INHA, la bibliothèque de l'INHA, c'est la bibliothèque centrale des musées nationaux. Donc comme on vous le redisait ce matin, donc c'est une bibliothèque très liée à l'histoire du Louvre. Hein, c'est pour ça que nous avons maintenant au sein de nos collections des exemplaires, des imprimés issus des dépôts donc de la Révolution. Vous avez ici une reliure aux armes donc, et qui viennent de la maison royale des menus plaisirs. C'est une bibliothèque très riche, notamment en catalogue de musées, catalogue de vente évidemment, mais aussi catalogue de musées, puisqu'elle avait comme objectif de documenter donc d'abord les collections du Louvre et puis au fil du temps les collections des musées nationaux. Alors ici, une vue donc de la salle de lecture de la bibliothèque centrale des musées nationaux, qui, suite au départ de la BCMN, a été rénovée, enfin essentiellement repeinte. Le mobilier a été un petit peu changé et c'est aujourd'hui donc le centre, la salle d'accueil du centre Vivant Denon, centre de recherche sur l'histoire du Louvre. Je parle sous le contrôle des collègues du Louvre. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, donc ces deux bibliothèques, hein, ces deux collections, se sont réunies d'abord dans la salle ovale, et puis le site Richelieu donc, est en cours de rénovation. Alors, quelques mots hein, très rapides hein, sur ce projet de rénovation que vous connaissez certainement. Vous le voyez ici, en fait, ce projet de rénovation du site Richelieu a commencé par cette zone ici, qu'on appelle la zone 1, avec des travaux qui ont duré de 2011 à 2016. Pardon. Et donc, quand cette zone de travaux a été achevée, nous avons déménagé, comme je le disais, de ce côté-ci. Et c'est désormais cette partie-ci qui est en rénovation. Et vous le voyez, hein, quand vous sortez, quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez vous trouver nez à nez avec un chantier. C'est le chantier de rénovation donc de la seconde zone du site Richelieu. Et en 2020, peut-être même sans doute en 2021, l'ensemble du site sera rénové et nous pourrons enfin accéder donc, à la galerie Colbert en traversant le jardin, voire en prenant un souterrain, puisqu'il faut savoir qu'il y a un souterrain entre le site Richelieu et la galerie Colbert. Alors ça, c'était pour vous montrer où nous sommes installés donc, dans ces locaux, dans ce bâtiment entièrement rénové du site Richelieu. Donc, nous sommes installés le long de la rue de Richelieu. Hein, là, c'est une coupe. Hein. Donc, ici, nos bureaux avec des magasins, donc 2 niveaux de magasins sous nos bureaux, un niveau de magasin dans nos bureaux, si je puis dire. Voilà. Et puis, ici, c'est le magasin central. Donc accessible aux lecteurs sur 3 niveaux et un niveau qui est fermé. En dessous, vous avez des magasins et au-dessus, vous avez là aussi des magasins, mais qui sont des magasins de la BNF, donc du département des estampes. Alors aujourd'hui, donc suite à l'intégration de la BCMN, suite à cette fusion de collections et d'équipes, nous sommes organisés en 6 services hein, de façon assez classique. Je vous ai mis le nom des différents collègues en charge des services si vous avez des questions plus spécifiques que vous souhaiteriez leur adresser. Et puis surtout, hein, je vous ai mis cette adresse email. Alors c'est écrit comme ça, c'est un petit peu impersonnel, mais derrière, il y a des collègues et donc on pourra vous répondre et vous rediriger en fonction des questions que vous auriez. J'en profite pour dire qu'on diffusera, si les intervenants sont d'accord, on diffusera certainement les diaporamas, donc ça vous permettra aussi de récupérer les adresses email. Oui, voilà, je parle plutôt. Voilà. Les adresses email et les différentes adresses Internet aussi, qui ont été citées. Alors, concernant la bibliothèque aujourd'hui, quelques éléments d'actualité.
Alors j'en ai profité aussi dans ma présentation pour illustrer les diaporamas à partir de celui-ci par nos dernières acquisitions. Ça vous permet aussi de voir quels ont été nos derniers achats en 2018 et en début d'année 2019. Aujourd'hui, donc, nous avons 12 194 inscrits. Donc, il faut savoir que quand nous étions installés en salle ovale, nous étions à peu près à 5000 inscrits. Donc, nous avons vraiment changé d'échelle avec ce passage donc, en salle Labrouste. Nous sommes ouverts 291 jours par an, ça c'est les chiffres 2018, ce qui est une amplitude horaire relativement importante. Nous fermons nous fermons en même temps que la BNF, donc au mois de septembre généralement. Nous sommes ouverts 62 heures par semaine. Ce qu'on constate avec l'installation dans la salle Labrouste, c'est que nos publics se sont diversifiés. Nous avions un public très universitaire, alors ça reste la majorité de la composition de notre public, mais nous avons désormais un peu plus de personnel scientifique des musées et aussi beaucoup plus d'élèves d'écoles d'art qui fréquentent la bibliothèque. Nous avons à peu près 1,7 million de documents. Les chiffres, vous savez ce que c'est, voilà. Nous offrons donc en libre accès, donc ça c'est vraiment une offre qui a changé la vie des lecteurs dans le cadre de l'installation de la bibliothèque en salle Labrouste. C'est l'offre documentaire en libre accès, donc 165 000 documents. Vous voyez le nombre de notices à notre catalogue. Ce ne sont pas les notices d'exemplaires, c'est les notices de monographie et titres de périodiques. Et puis, donc, en 2018, nous avons entré donc 9113, très exactement, monographies, ce qui vous permet d'avoir un ordre de grandeur de notre activité. Alors, je voulais vous mentionner donc les services auxquels vous pouviez accéder à distance. Notre catalogue, bien évidemment, la bibliothèque numérique que vous connaissez tous, j'imagine, donc qui est sous licence Etalab. Nous pratiquons le prêt entre bibliothèques. Certains d'entre vous en bénéficient, mais sachez-le, nous avons une importante activité de prêt entre bibliothèques. Le prêt aux expositions aussi, c'est une activité, un service là aussi très actif. Et je vous ai remis nos principales adresses, notamment le blog. Alors nous avons aussi un compte Facebook, mais via notre blog, c'est un moyen, si vous voulez, donc valoriser l'une de vos activités, l'un de vos fonds, vous pouvez tout à fait vous adresser à nous et nous publierons avec joie. Voilà, je me tourne vers Jérôme Bessière en charge de cet aspect-là. Si vous voulez nous faire part d'informations, et puis la bibliothèque numérique, je l'ai déjà mentionné. Alors, autre information qui n'est pas toujours connue des collègues qui sont hors d'Île-de-France, c'est que nous avons un certain nombre de revues accessibles à distance. Ces revues ne sont accessibles bien évidemment que si vous êtes inscrit à la bibliothèque de l'INHA, et elles sont mentionnées sur notre portail par un petit globe vert. Et si vous voyez ce petit globe, ça veut dire que vous avez accès à distance à nos ressources. Ici, quelques exemples, mais il y en a d'autres. Donc, c'est en tout cas un outil qui peut être utile pour vous ou pour certains de vos lecteurs. Alors, quelques nouveautés pour 2019. Donc, nous avons mis en place un système de réservation de places. Donc, c'était essentiellement, évidemment, pour les lecteurs n'habitant pas en Île-de-France ou venant de loin. Sachez-le, si vous pouvez ou si cela peut être utile à vos lecteurs qui sont aussi parfois nos propres lecteurs, n'hésitez pas à leur mentionner. Et puis, un outil de découverte, mais vous en aurez une présentation plus approfondie, qui s'appelle Recherche Plus.
Alors, comme nous sommes ici pour parler de réseau, il faut savoir aussi que donc, la bibliothèque de l'INHA est une bibliothèque associée d'un réseau piloté par l'enseignement supérieur qui s'appelle Collex Percé. Vous le voyez, c'est un réseau qui a une forme de GIS. Là aussi, on retrouve donc un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, et qui réunit donc plusieurs grands acteurs du monde documentaire, que ce soit la BES, la BNF, donc le CTLES, le CNRS, etc. Et donc qui réunit également, ou qui a plutôt 3 niveaux d'organisation, donc des bibliothèques délégataires, qui sont les bibliothèques mentionnées ici, des bibliothèques associées, comme c'est le cas de la bibliothèque de l'INHA, et puis des bibliothèques qui peuvent être labellisées parce qu'elles possèdent un fonds particulier, spécifique, particulièrement intéressant. Alors ce GIS a pour ambition en fait de là aussi dynamiser le réseau documentaire du ministère de l'Enseignement supérieur et donc de soit lancer des appels à projets réunissant des collections de bibliothèques et des équipes de chercheurs. Donc si vous allez sur le site du GIS Collex, vous verrez assez régulièrement un certain nombre d'appels à projets, soit de labelliser des collections. Donc il y a eu une campagne, par exemple, de labellisation qui a été lancée l'année dernière, soit de proposer des bourses à des chercheurs ou à des professionnels du monde de la documentation. Ce GIS Collex Percé remplace ce qu'on appelait autrefois les cadistes, que vous avez peut-être connus. Et donc aujourd'hui, les cadistes n'existent plus et sont intégrés à ce GIS Collex Percé. Alors, autre action que nous avons menée cette année ou dernièrement dans le cadre d'une action en réseau, c'est la refonte de nos chartes documentaires. Alors bien évidemment, les chartes documentaires se définissent d'abord par rapport aux collections localement, mais notre idée était de s'inscrire dans le cadre des collections, des bibliothèques déjà existantes. Donc nous avons refondu, donc, je dis nos chartes documentaires, puisqu'en fait nous avons refondu à la fois la charte de nos collections patrimoniales et la charte de nos collections courantes. Donc là, si certains d'entre vous sont intéressés, ils peuvent tout à fait nous le dire et nous pourrons vous envoyer nos chartes documentaires qui sont des documents de travail, donc assez denses et qui vont assez loin dans le détail de notre activité et de nos projets de développement de collections. Nous participons donc de façon modeste, mais c'était l'occasion de le mentionner. Ce n'est pas du tout nous qui sommes pilotes, mais c'est important que vous sachiez que donc, le plan de conservation partagé en Antiquité, piloté donc, par la Bibliothèque de la Sorbonne, est assez actif. Voilà, que nous avons le projet, alors pas tout de suite, mais peut-être dans un horizon pas trop lointain, de lancer un plan de conservation partagé en histoire de l'art. Nous avons toujours donc, sur notre site un répertoire des bibliothèques d'art. Donc, vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je le mentionne, parce que c'est un endroit où vous pouvez à la fois donc, rendre plus visible votre propre bibliothèque, mais aussi récupérer ou le feuilleter pour avoir des informations concernant les bibliothèques d'art donc, sur tout le territoire français. Et puis, nous animons donc un centre du réseau SUDOC PS. Vous savez que donc, pour le SUDOC, donc pour les périodiques, vous avez 2 types de centres. Vous avez les centres régionaux qui sont multidisciplinaires. Et puis en Île-de-France, c'est une particularité, vous avez des centres qui sont disciplinaires. Et donc nous pilotons le centre du réseau SUDOC PS en histoire de l'art, le CR32.
Nous sommes aussi, donc, nous participons aussi à des réseaux internationaux. Donc là, j'ai choisi juste quelques projets puisque nous aurons une présentation de l'IFLA tout à l'heure. Nous participons donc à un projet qui est le projet Pharos, qui est un projet en fait de plateforme réunissant les photothèques historiques des instituts d'art. Donc vous avez ces photothèques historiques, que ce soit la Frick Collection aux États-Unis, que ce soit le Warburg à Londres, etc., ont pour projet de numériser leur collection documentaire, leur collection photo, et de les réunir au sein d'un portail qui s'appelle Pharos Art Research, et avec derrière des développements de différents modes de recherche au sein de ces collections. C'est un projet assez lourd à mettre en œuvre, mais qui a le mérite déjà d'exister, de présenter beaucoup de ressources qui sont alors des photos documentaires, hein, c'est vraiment les photothèques historiques, mais qui permettent d'imaginer un avenir, un futur pour ces photothèques. Nous participons également donc au projet AAT, qui est un thésaurus en art et architecture, et qui a pour ambition donc d'offrir des versions multilingues de ce thésaurus, et nous participons donc à la partie francophone de ce thésaurus. Et je mentionne aussi également ce portail que vous connaissez, qui existe toujours bon an, mal an, le artlibraries.net portail, qui réunit les catalogues de plusieurs grandes bibliothèques d'histoire de l'art dans le monde. C'est un catalogue en fait qui est hébergé par OCLC, et qui est une version améliorée et disciplinaire en fait de WorldCat. Voilà donc quelques exemples qui pouvaient vous intéresser de notre activité de travail en réseau. Et pour finir, une de nos dernières acquisitions, un manuscrit réputé perdu de Carmontel, qui est un très beau manuscrit, avec des illustrations, vous le voyez ici, qui se déplient en regard du texte, qui est un traité de perspective et un traité de dessin.